Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire proposé par la plateforme Pharmacy Lounge. Alors le concept de ce contenu est simple, nous nous intéressons à chaque conférence à un sujet en lien avec la pratique de la pharmacie au quotidien. Et ce soir, nous allons aborder avec notre invité le repérage, l'orientation et l'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose au comptoir. Et pour nous accompagner et nous éclairer sur cette thématique, nous recevons Laurane Viennot-Triou, docteur en pharmacie, pharmacien d'officine, formatrice et fondatrice d'EndoAct. Bonsoir Laurane et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Pour me présenter rapidement, je suis donc docteur en pharmacie depuis 2011. J'ai un master 2 en éducation thérapeutique et éducation en santé, ce qui m'a poussée à réfléchir à comment amener une forme d'éducation thérapeutique à l'officine, comment amener une forme d'accompagnement du patient à l'officine. Et donc, je me suis intéressée à différentes pathologies chroniques et donc le dernier en date, donc l'endométriose. En 2019, j'ai passé un DU en phytoaroma. En 2020, un DU en nutrition micronutrition, ce qui m'a conduite à mener des consultations d'accompagnement des patientes donc qui souffraient de différentes pathologies chroniques, y compris des patientes qui étaient atteintes d'endométriose. À l'époque, je ne connaissais pas du tout l'endométriose. Et j'avais aussi deux amis qui étaient atteints d'endométriose et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à l'officine par rapport donc à cette pathologie pour mieux accompagner ces femmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former progressivement à cette maladie en passant donc par le MOOC endométriose, l'affaire de tous, hein, qui est ouvert à tous, qui est assez complexe mais qui est ouvert à tous. Et je me suis aussi bien documentée, j'ai suivi différentes formations. Tout ça pour mener, en fait, donc pour créer EndoAct France, qui est un réseau de pharmacies dont je vous parlerai tout à l'heure. En 2024, donc, j'ai écrit aussi un ouvrage avec le moniteur des pharmacies sur conseiller et accompagner la patiente souffrant d'endométriose au comptoir, qui traite essentiellement de la nutrition, de la micronutrition, de la phyto, de l'aroma, pour pouvoir mieux accompagner donc, ces jeunes femmes. Merci beaucoup pour cette courte présentation. Elsa Mahler, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, nous accompagne également pendant cet échange. Bonsoir Elsa. Bonsoir Romain, merci beaucoup. Ravie de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, très rapidement, juste pour vous présenter Pharmacy Lounge, on organise des webinaires, oui, c'est sûr. Mais derrière Pharmacy Lounge, il y a aussi une solution innovante et novatrice on propose une plateforme digitale pour les pharmaciens, uniquement pour les pharmaciens. C'est une plateforme qui est sécurisée et éthique et qui vous permet de collaborer, de dialoguer entre vous de manière instantanée et également de vous informer sur la profession, sur l'actualité, voilà, sur toutes les nouveautés en temps réel. Tout est centralisé pour vous aider, pour simplifier votre quotidien. Donc, vous avez également des outils, des services qui sont à disposition. Par exemple, vous avez accès à une base de données de médicaments en ligne. Vous avez un annuaire qui géolocalise vos confrères, vos consoeurs. Vous avez une rubrique d'offres d'emploi. Voilà, tout ça est regroupé comme une petite boîte à outils en ligne pour vous. Et voilà, c'est vraiment un réseau social professionnel qui est réservé aux acteurs de la pharmacie. L'inscription, elle est simple et elle est 100% gratuite. Aujourd'hui, vous êtes à peu près plus de 3500 pharmaciens à échanger sur la plateforme de manière sécurisée. Voilà, c'est assez important. J'insiste sur la sécurité, la sécurisation des messages, mais c'est vrai que c'est essentiel de vous proposer une plateforme qui garantisse la sécurité de vos échanges et puis la confidentialité aussi de vos données. Donc aussi dans Pharmacy Lounge, vous aurez accès à de nombreuses vidéos métiers et ce webinaire qui, pour information, est enregistré et qui sera disponible en replay. Je vous laisserai le lien dans le chat à la fin du webinaire. Voilà pour moi, pour cette petite introduction. Je laisse la parole à Romain pour la suite et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation complète de Pharmacy Lounge. Alors Laurane, je vous propose pour commencer notre échange que vous nous fassiez un rappel sur l'endométriose et sa fréquence dans la population. Oui. Alors, l'endométriose, donc mieux comprendre ce qu'est l'endométriose. L'endométriose, il ne faut pas oublier que c'est une maladie gynécologique qui est certes bénigne, mais qui reste chronique et qui est caractérisée par la présence de tissus qui ressemblent à l'endomètre, mais qui sont présents à l'extérieur de l'utérus. Et chaque mois, au moment des règles, ces tissus vont se mettre à saigner. Et ce sont ces saignements qui vont provoquer des douleurs et de l'inflammation,
mais aussi créer des adhérences entre les organes. Et ce sont donc, on parle de lésions endométriales, ces tissus qui peuvent aussi provoquer donc une dégradation donc, de certains organes et aller jusqu'à des complications, voire des handicaps chez certaines femmes. Ces lésions endométriales, on va les trouver préférentiellement sur certains organes, notamment au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope et aussi au niveau des ligaments qui soutiennent l'utérus, qu'on appelle ligaments utérosacrés. Mais parfois, vous pouvez trouver ces tissus dans des endroits complètement improbables. Ça peut être au niveau des yeux, ça peut être au niveau du cerveau, ça peut être au niveau du thorax. Et quand vous avez ces lésions endométriales qui saignent dans des endroits comme ça, notamment au niveau du thorax, ça peut provoquer des gros dégâts. Et ce sont des signes en fait d'urgence où il va falloir prendre en charge les patientes au plus vite. Donc, il existe différentes formes d'endométriose et ces différentes formes sont finalement en fonction de la localisation des lésions endométriales. Quand vous avez ces tissus qui ressemblent à l'endomètre qui sont présents donc, au niveau du péritoine, donc, pour rappel, le péritoine, c'est une membrane donc, séreuse qui est formée de 2 feuillets donc, et qui va recouvrir toute la cavité abdominale, y compris donc, les viscères qu'elle contient. Et quand vous avez ces lésions endométriales qui sont au niveau du péritoine, on parle d'endométriose superficielle ou d'endométriose minime. Si par contre, ces lésions endométriales commencent à s'infiltrer sous le péritoine, au moins à 5 mm de profondeur, à ce moment-là, on parlera d'endométriose profonde. Et quand vous retrouvez les lésions endométriales au niveau de l'ovaire, ça va former ce qu'on appelle un pseudokyste endométriosique ou endométriome. Et l'endométriome est très caractéristique de l'endométriose. Il est très facilement diagnosticable, puisque à l'examen gynécologique, il va apparaître sous forme d'un nodule bleuté très caractéristique. Donc même un gynécologue qui est non formé au diagnostic de l'endométriose, simplement par l'examen clinique gynécologique, va être capable de repérer la présence d'un endométriome. Et en chirurgie, ce kyste ovarien se remplit d'un liquide marron chocolat qui est aussi très caractéristique de la présence d'une endométriose. En dehors de ces 3 formes d'endométriose, l'endométriose est quand même un sujet largement médiatisé, on confond souvent endométriose et adénomiose. On assimile en fait l'adénomiose à une forme d'endométriose, ce qui n'est pas le cas, puisque dans l'adénomiose, vous avez des lésions endométriales, mais cette fois qui sont présentes à l'intérieur de l'utérus, qui vont être présents dans le myomètre. Et donc, parfois, il arrive que vous ayez des coexistences d'endométriose et d'adénomiose, notamment chez la femme jeune, vers 30-34 ans, puisqu'on a 30% des femmes qui souffrent d'endométriose qui souffrent aussi donc d'adénomiose. En termes de prévalence, il faut bien retenir que c'est un chiffre qui est certainement sous-estimé par manque de données. On est à 10-15% donc, des femmes, donc ce qui est quand même énorme, une femme sur 10, voire même plus. Il faut bien retenir que l'endométriose touche quand même 70% des adolescentes qui se plaignent de douleurs de règles intenses, 75% des femmes qui ont des douleurs pelviennes intenses qui sont résistantes aux antidouleurs, donc aux médicaments d'automédication, ibuprofène, paracétamol, spasfon, et que même si l'endométriose est la première cause d'infertilité, et c'est un sujet qui est largement développé par les médias, ça reste quand même une minorité de femmes atteintes d'endométriose qui sont infertiles. Il faut savoir que parmi les femmes qui sont atteintes d'endométriose, vous avez seulement 30 à 40% qui souffrent de troubles de la fertilité. Donc ce n'est pas la majorité. Bien sûr que il y a toute la question de la préservation des ovocytes qui est à mettre en avant, mais je pense que quand vous avez en face de vous une femme qui arrive au comptoir, qui a été diagnostiquée comme atteinte d'endométriose, elle, la première chose à laquelle elle va penser, c'est « je suis infertile », puisque donc c'est un sujet qui est largement développé, alors que en réalité, ça ne concerne que 30 à 40% des femmes qui sont réellement atteintes d'endométriose. Du coup, au niveau des symptômes, vous avez parlé des douleurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments très caractéristiques? Alors effectivement, en termes de symptômes, en fait, vous avez enfin, si vous aviez un seul symptôme à retenir, ce sont des symptômes douloureux. Ce sont donc les douleurs qui sont très marquées. On parle souvent de la règle des 5D avec donc des dysménorrhées donc intenses, des douleurs pelviennes intenses, des dyspareunies aussi profondes, donc des douleurs
profondes présentes lors des rapports sexuels qui révèlent en fait la présence de douleurs neuropathiques. Les douleurs de l'endométriose, ce ne sont pas des douleurs nociceptives, ce ne sont pas des douleurs localisées inflammatoires, ce sont des douleurs neuropathiques. Et c'est en ça qu'on a aussi un rôle à jouer dans la prise en charge des patientes, puisque souvent on se trompe de cible dans la prise en charge et on va traiter plutôt, on va privilégier un traitement sur cette douleur nociceptive versus la douleur neuropathique. Donc des dyspareunies profondes, des douleurs profondes lors des rapports sexuels. Vous allez avoir aussi des dysuries. Les dysuries, donc ça va être une sensation de gêne, de douleur à la miction exacerbée pendant les règles, avec cette sensation de pesanteur aussi au niveau du bas-ventre. Vous allez avoir aussi des dyskésies, donc en fait des douleurs à la défécation, des douleurs importantes à la défécation, parfois accompagnées de rectorragie, à ne pas confondre avec des hémorroïdes, et qui sont exacerbées aussi pendant les règles, et des douleurs pelviennes qui vont se chroniciser. On va parler de douleurs chroniques à partir de 6 mois, donc qui vont être présentes à chaque cycle, voire même présentes en dehors des cycles. En dehors de ces symptômes douloureux, évidemment que vous allez avoir d'autres symptômes, notamment de la fatigue, des règles qui peuvent être abondantes et longues. Vous allez avoir aussi parfois des problèmes d'hyperperméabilité intestinale, donc un intestin qui est poreux avec des trous un peu n'importe où qui entraînent des troubles digestifs, diarrhée essentiellement, exacerbée pendant les règles, parfois constipation, parfois alternance diarrhée-constipation. Vous allez avoir une multitude de symptômes qui peuvent être en lien avec l'endométriose. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces femmes-là sont des femmes qui sont symptomatiques à 90%. Donc, avec l'interrogatoire, on peut arriver à détecter, à suspecter la présence d'une endométriose, mais que vous n'allez pas avoir un profil de femme qui se ressemble. On parle souvent de profil, donc on dit souvent qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses, parce que vous allez avoir des femmes qui vont avoir des symptômes complètement différents, donc en fonction, voilà, vous allez avoir vraiment des profils complètement différents. Et c'est ce qui rend aussi le diagnostic compliqué. Alors, vous le dites, c'est une maladie très symptomatique et pourtant, il y a un sous-diagnostic. Comment vous expliquez ça? Oui, alors donc voilà, en fait, en termes de diagnostic, effectivement, on est dans cette maladie très hétérogène, très complexe, avec des symptômes qui vont être différents d'une femme à l'autre. Et effectivement, comme vous le dites, on a un retard diagnostique aujourd'hui de 8 ans, proche de 8 ans. Alors, ça pourrait s'expliquer par la présence de différentes formes, de différents symptômes, mais aussi par la coexistence d'endométriose avec d'autres pathologies. Souvent, ça peut être des maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, comme la rectocolite hémorragique. Ça peut être aussi la présence de fibromyalgie. Et donc, vous allez avoir ces autres maladies finalement qui sont très connues, qui sont facile à prendre en charge. En tout cas, on sait les prendre en charge avec la médecine conventionnelle. Et donc, les praticiens et la personne concernée vont se focaliser sur ces symptômes et sur la prise en charge de cette maladie déjà considérée comme grave et mettre au second plan l'endométriose et les symptômes de l'endométriose. Et c'est ce qui peut entraîner justement un retard de diagnostic. Le retard de diagnostic peut s'expliquer aussi par différents facteurs, notamment par la présence de dysménorrhée intense chez la maman, chez la grand-mère, où elles vont dire qu'il est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et donc les jeunes filles vont rester dans ce schéma-là et ne vont pas forcément consulter. Il va y avoir différents facteurs qui ont été recensés par Compare Endométriose, qui est une cohorte de patientes dédiée à la recherche. Vous avez aussi, quand ça relève d'une suspicion personnelle, donc tout ce qui est auto-questionnaire finalement que les jeunes filles peuvent réaliser, quand ça relève d'une suspicion personnelle, le diagnostic met beaucoup plus de temps à se mettre en place par rapport à une suspicion par un professionnel de santé. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un rôle dans ce cadre-là. Pourquoi faire un diagnostic finalement? C'est une maladie qui va être non évolutive dans 71% des cas. En termes de distribution, en gros, vous avez un tiers des patientes qui souffrent d'endométriose qui vont avoir une endométriose qui va stagner, qui n'évolue pas au fur et à mesure des années. Vous allez avoir un tiers de ces patientes qui vont avoir une endométriose qui va régresser. On ne va pas pouvoir l'expliquer, mais qui disparaît.
Et vous allez avoir un tiers de ces femmes qui vont avoir une maladie qui va évoluer avec des complications importantes. Donc l'intérêt d'un diagnostic précoce, ça ne va pas être finalement d'empêcher l'évolution de cette maladie puisqu'on n'est pas dans la majorité de ces patientes-là, mais plutôt d'agir donc auprès des patientes, d'arriver à mettre un mot sur leurs symptômes, puisque souvent on leur dit que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, ce qui est le cas, hein, puisque 90% des femmes donc, présentent des dysménorrhées, donc 90% des femmes en âge de procréer présentent des douleurs pelviennes pendant les règles, plus ou moins intenses. Mais on va leur dire que c'est dans leur tête et donc elles vont avoir besoin déjà de se sentir écoutées et comprises et surtout qu'on arrive à mettre un mot sur leurs symptômes. Donc ça, c'est très important pour ces patientes. Et d'un point de vue sociétal, ce qui est très important aussi, c'est que quand vous avez mal et que vous avez des douleurs insoutenables qui vous empêchent de faire une activité, évidemment que vous allez mettre tous les moyens pour pouvoir trouver ce que vous avez. Donc vous allez multiplier vos passages aux urgences, vous allez multiplier vos consultations médicales et vous allez aussi mettre donc, de l'argent dans tout ce qui est thérapeutique et avoir des thérapeutiques parfois particulièrement coûteuses. Et donc, toutes ces mises en œuvre, finalement, vont présenter des coûts sociétaux très importants. Et l'intérêt donc d'un diagnostic, c'est qu'une fois qu'on a diagnostiqué la pathologie, on suit les recommandations HAS et CNOGF et on sait comment prendre en charge donc, ces patientes d'un point de vue médicamenteux et d'un point de vue aussi praticien. Donc, on arrive à bien orienter les patientes pour éviter donc, de multiplier ces rendez-vous. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur la prise en charge médicamenteuse. Tout à l'heure, vous avez parlé de paracétamol, d'anti-inflammatoire. Quelles sont les réponses médicales et d'accompagnement aujourd'hui de la prise en charge de cette maladie? Alors, en termes donc, de prise en charge, donc de traitement médicamenteux, selon les recommandations HAS et NOGF, ça va être donc la contraception œstrogestative, c'est le premier traitement de première intention. Ça peut être une Lilou, une Optilova, c'est ce qui est fréquemment prescrit. Ça peut être aussi un dispositif intra-utérin lévonorgestrel type Mirena. En première intention, c'est ce qui va être prescrit chez une femme atteinte d'endométriose. En cas d'échec thérapeutique, c'est-à-dire après au moins 3 mois d'essai, il va y avoir une mise en place d'un traitement de deuxième intention, à savoir des progestatifs, donc comme du désogestrel 75 microgrammes ou du Dienogest, qui est donc comme le Sawis, le Visane, qui vont être le Dimétram, qui vont être quand même fréquemment prescrits. Et vous devez voir des ordonnances avec ce genre de molécules. Donc là, ça va être le traitement de deuxième intention de prise en charge de l'endométriose. En cas d'échec thérapeutique, donc toujours après au moins 3 mois d'essai, il pourra se mettre en place un traitement de troisième intention. Là, on est carrément dans la castration chimique. Le but, c'est de provoquer l'aménorrhée. On supprime complètement les règles. En supprimant complètement les règles, on supprime les saignements. Et si on supprime les saignements, on va supprimer l'inflammation et donc tous les symptômes qui vont en découler. Le gros problème avec ces analogues de la GnRH qu'on appelle GnRH-A, que ce soit l'énantone, le décapeptyl ou Synarel, c'est qu'on va provoquer chez la jeune fille de la ménopause, des symptômes de la ménopause, voire de l'ostéoporose, ce qui peut être quand même assez dramatique chez ces jeunes femmes. Donc, quand vous avez des prescriptions de 6 mois ou plus, il faudra veiller à la présence d'une add-back-thérapie avec de l'œstrogène, que ça soit donc sous forme micronisée avec du Provam, par exemple, à 2 mg, ou en application locale au niveau donc, des douleurs pelviennes à faible dose, mais donc quotidienne pour pouvoir justement pallier à ces douleurs de règles. Si on se retrouve une fois de plus en échec thérapeutique, que la patiente est très douloureuse, très symptomatique, après 3 mois d'essai, donc avec ces GnRH-A, on pourra envisager la chirurgie qui n'est pas quand même le traitement qui n'est pas le traitement qui va tout résoudre, puisque parfois, à la suite d'une intervention chirurgicale, vous avez encore les symptômes donc douloureux. Mais cette chirurgie, du coup, est toujours discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur le chat. Est-ce que Elsa, on a des questions sur le chat? Moi, j'avais une question en amont du webinaire. C'était en fait de savoir quels pouvaient être les conseils pratiques à donner aux patientes pour gérer leur endométriose, mais genre au quotidien, en fait. Qu'est-ce le pharmacien pourrait donner comme conseil? Pour gérer leur endométriose, alors le pharmacien, déjà pour moi, doit veiller à ce que les recommandations HAS, CNOGF soient appliquées, donc à savoir vérifier qu'il y a un traitement hormonal
qui est mis en place, ce qui va permettre justement d'agir sur l'ensemble des symptômes de l'endométriose. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Après, donc, d'un point de vue médicamenteux, ça sera d'agir sur les douleurs. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, on va avoir en fait deux types de douleurs. Les douleurs de l'endométriose qui sont des douleurs nociceptives inflammatoires, donc qui peuvent être gérées avec de l'antadis, avec un anti-inflammatoire non stéroïdien, du kétoprophène, par exemple, hein, même de l'ibuprofène si donc, il n'y a pas de prescription. Et puis, on va aussi veiller à prendre en charge aussi la douleur neuropathique. Donc, pourquoi pas donc en coordination avec des médecins de la douleur dans des centres antidouleurs. Ça, c'est d'un point de vue médicamenteux de médecine conventionnelle. Et bien sûr que vous allez avoir en fait, finalement, tous les outils dont nous disposons à l'officine, que ce soit la micronutrition, la phyto, l'aromathérapie, on peut puiser dans ces réserves-là, dans ces outils-là, pour pouvoir mieux accompagner la patiente, pouvoir agir sur ses symptômes. Et là, on va agir justement sur l'inflammation, on va agir sur toutes les composantes de l'endométriose, à savoir donc bien sûr l'inflammation, la présence du stress oxydatif, la présence du déséquilibre hormonal. On va agir aussi sur le dysfonctionnement immunitaire. On va agir sur finalement, on va agir sur les différents mécanismes qui interviennent dans cette pathologie. Et c'est en agissant sur ces différents mécanismes qu'on va pouvoir mieux agir sur les symptômes de l'endométriose. Alors maintenant, nous allons aller dans un endroit que vous connaissez bien, Laurent, c'est le comptoir d'une pharmacie et on vous a invité aujourd'hui pour nous présenter EndoHack, qui est un dispositif qui sert à former et à aider les équipes des pharmacies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre approche? Oui, alors EndoAct France, en fait, on est vraiment sur on est vraiment sur un réseau. C'est le premier réseau de pharmacies françaises expertes en endométriose, pour ne pas dire le seul hein, pour l'instant. Expertes, pourquoi? Parce que les équipes sont formées à l'endométriose et à sa prise en charge selon les recommandations HAS et NOGF, mais aussi au dispositif EndoAct, qui est un dispositif de repérage et d'orientation à l'officine et qui se fait au comptoir. L'idée, c'était vraiment de travailler en partenariat avec les autres professionnels de santé pour valoriser déjà notre métier et nous inscrire dans le maillage territorial. Vous avez eu la stratégie nationale endométriose qui s'est mise en place début 2022 et donc qui a donc en fait stratifié finalement tous les différents niveaux de prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Bien sûr qu'aujourd'hui, les pharmacies sont exclues de ce protocole-là, malheureusement. Et l'idée, c'est justement d'arriver à nous insérer dans ce maillage territorial pour pouvoir travailler de pair avec les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes, voire des cliniques experts donc, qui ont une expertise dans l'endométriose. Et du coup, concrètement? Et du coup, concrètement, alors comment ça s'est Donc, j'ai créé EndoAct en 2020. Il y a eu une étude de sa faisabilité sur Aix-en-Provence. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de stratégie hein, nationale, donc pas du tout de maillage territorial. Donc, je me suis rapprochée plutôt des médecins experts, donc gynécologues experts, chirurgiens, des radiologues, des membres d'équipe officinale, de retour de patientes. Et à partir de ça, j'ai mesuré donc la faisabilité du dispositif. Donc, il en est ressorti des bons retours, hein, y compris donc des gynécologues experts, comme quoi ça répondait à un réel besoin des patientes et que les patientes arrivaient à se sentir donc écoutées, comprises et donc justement que ça les aidait aussi à améliorer leur qualité de vie. Donc, suite à ça, en 2022, Hello Pharmacie, donc il y a un groupement de pharmacies dans lequel je fais partie actuellement, et m'a fait confiance et a accepté de lancer une expérimentation dans les 20 plus grosses pharmacies du groupement dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. On a lancé l'expérimentation sur 3 mois, donc d'avril à juin. C'était donc un dispositif qui était assez lourd pour moi parce qu'il fallait que je forme les équipes. Donc d'un côté, donc j'avais fait un PowerPoint, voilà, en me filmant, etc. Et puis d'autre part, il fallait que je prenne contact avec toutes les cliniques, les CHU de la région pour voir s'ils acceptaient de faire partie du dispositif. Donc, j'ai eu plein de retours positifs et donc à la suite de ça, donc je faisais un répertoire donc, des professionnels qui acceptaient de se lancer dans le dispositif donc, et à proximité des officines.
Et il en est ressorti donc 105 questionnaires qui étaient remis, qui avaient été remis aux patientes pour une recherche d'endométriose. Il faut savoir que les questionnaires EndoAct ne sont remis que si on estime qu'il faut rechercher une endométriose. À l'issue en fait du dépouillement des questionnaires, je me suis rendu compte qu'il y avait des suradressages et des sous-adressages, c'est-à-dire que parfois vous aviez juste une réponse qui était positive et la personne avait orienté la patiente pour une recherche d'endométriose. Et à l'inverse, vous aviez des questionnaires parfois où toutes les réponses étaient positives et la personne finalement avait coché qu'elle n'orientait pas. Donc suite à ça, je me suis dit qu'il fallait que j'adapte le dispositif, que c'était pas assez au point. Et donc j'ai créé une formation sur 12 heures, en 3 modules. Et j'ai aussi adapté le dispositif. J'ai fait en sorte aussi que ça s'insère dans le maillage territorial, pour qu'on arrive à travailler de pair avec les professionnels. Et donc, il en est ressorti un score, il en ressort un score EndoAct à chaque questionnaire. Et c'est la manière du 3 d'angine, un score qui vous permet objectivement de dire si oui ou non vous orientez votre patiente chez un professionnel pour une recherche d'endométriose. En 2024, actuellement, on est en phase d'expérimentation dans des régions pilotes. Vous avez l'URPS de Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est largement impliqué là depuis mars dans cette démarche-là. Vous allez avoir pour la région PACA, l'ARS qui n'a pas souhaité investir de budget par rapport aux pharmacies parce qu'on n'est pas dans les textes de loi. Mais par contre, vous avez quand même la coordinatrice de la filière qui souhaite justement participer via les CPTS, notamment pour pallier à la désertification médicale. Vous avez la région Aura, avec le groupement pharmacie. Donc là, cette fois, c'est 95, donc ça a un peu évolué, mais c'est 95 pharmacies qui sont impliquées dans cette démarche, qui se forment à la démarche. Et en septembre, on lance une grande action de repérage et d'orientation. URPS Aura aussi qui souhaite s'impliquer, mais ça sera fin d'année, puis plutôt 2025. Et j'ai le soutien de la filière Île-de-France qui m'a parlé de répertorier les pharmacies qui étaient formées au dispositif au sein de leur filière. L'objectif principal d'EndoAct, c'est bien sûr de former des équipes officinales à la maladie et à sa prise en charge, à la prise en charge de ses symptômes, mais c'est surtout de recueillir un maximum de données pour montrer finalement l'efficacité des équipes officinales sur sur l'impact que ces équipes officinales peuvent avoir sur ces femmes, sur l'amélioration de la qualité de vie de ces femmes et notamment sur aussi la réduction du délai diagnostique. Du coup, pour conclure et pour respecter le timing de notre webinaire, comment, si je suis pharmacien, je peux vous contacter et être formé pour pouvoir faire ce diagnostic? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, pour pouvoir se former, là oui, effectivement, je vais vous parler un peu un peu trop. Pour pouvoir se former, en fait, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est 3 modules en classe virtuelle, 3 modules de 4 heures. Le module 1, c'est vraiment axé sur le repérage et l'orientation. Avec quelques questions comptoirs, 3-4 questions comptoirs, comment arriver à mieux repérer et orienter les femmes qui sont susceptibles d'être atteintes d'endométriose. Le module 2, c'est inversé, mais le module 2, c'est vraiment le module qui est pour l'accompagnement des femmes qui souffrent d'endométriose. Comment, avec les outils dont nous disposons, la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, on va arriver à accompagner ces femmes en complémentarité de leur traitement conventionnel. Et le module 3, il est très axé sur les cas pratiques, que ce soit des cas de repérage, d'orientation ou d'accompagnement. Comment on va arriver à mieux accompagner ces femmes, à gagner en réflexe endométriose au comptoir, à s'entraîner. Et puis aussi, ça permet d'avoir des retours d'expérience des différentes équipes et de voir les difficultés qu'elles ont pu rencontrer pour pouvoir proposer des solutions. Donc, ce sont des modules qui sont pris en charge par l'OPCO et le FIFPL. Le premier module, le module 1, il est certifié DPC. Et vous avez une vitrophanie EndoAct que vous pouvez demander à Pharmaconsulting. Je suis en partenariat avec l'organisme de formation Pharmaconsulting. Donc, si ça vous intéresse, il faut joindre cet organisme de formation. Et là, je vais passer vite. Joindre l'organisme de formation. Et donc, du coup,
arriver. Donc, vous pouvez les contacter donc, directement sur l'adresse mail, donc formation@pharmaconsulting.fr, ou si vous souhaitez donc, des informations par rapport plus relatives à la formation au contenu, donc vous pouvez me joindre directement sur 12actefrance@gmail.com. Et vous avez bien sûr nos 2 sites aussi, le site EndoActe France, qui répertorie toutes les pharmacies qui sont formées au dispositif et à l'endométriose. Et puis donc le site de Pharma Consulting sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer à la formation. Très complet. Elsa, est-ce que vous avez des questions sur le chat pour conclure? Vous n'avez pas de micro, Elsa. Excusez-moi, je m'étais mutée. Il y avait une question qu'on m'avait également envoyée en amont. C'était les tests salivaires. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas? Oui, c'est en termes de diagnostic, effectivement, je ne suis pas passée sur la diapo diagnostic, mais oui, le test salivaire en France, il apparaît en examen de 3e intention parce que il coûte entre 750 € et 1 000 €. Donc, c'est des coûts qui sont très importants. Donc, aujourd'hui, l'HAS a pris le parti de ne pas le proposer en examen de première intention. En examen de première intention, on sera sur une échographie pelvienne. En deuxième intention, on sera sur une IRM. Donc, si l'échographie pelvienne donc, n'a pas suffi. Et puis, donc, en troisième intention, on aura une possibilité donc d'accéder au test salivaire donc, qui s'appelle EndoTest. Hein. Aujourd'hui, c'est la plateforme Ziwig qui l'a mis en place et qui a le monopole pour l'instant puisque il n'y a que qui l'ont mis en place. Et donc, du coup, vous allez avoir donc la possibilité d'y accéder si le médecin traitant ou le gynécologue en fait la demande dans le cadre d'un forfait d'innovation. Donc, c'est proposé effectivement par l'HAS et c'est possible donc d'avoir une prise en charge par rapport à ce test. Très clair, très bien. Je vous propose qu'on conclue. On s'est imposé depuis le début qu'on fait ces webinaires de respecter 30 minutes pour que chacun puisse aller à ses actions après. Merci beaucoup, Laurane, pour Merci cette à vous. présentation très complète. Malheureusement, on n'a pas pu tout passer, mais je pense qu'on peut vous retrouver sur vos différents supports pour Tout à fait. si les gens veulent vous retrouver. On peut également se retrouver sur Pharmacy-Lounge pour poursuivre cette conversation. Exactement. Merci beaucoup Elsa pour la co-animation de ce live. On poursuit donc les échanges sur Pharmacy-Lounge et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci. Vous retrouvez le replay. Merci. J'ai mis le lien. Il y aura Dans le la replay. conversation. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. À bientôt.